Mon regard, il est comment? Ah, oui. Alors Jean-Pierre Ledo, bonjour. Écoute, ça fait depuis un certain temps enfin, on se lit. Enfin, je te lis beaucoup et de temps en temps, je te vois aussi. Je vois tes films un petit peu. Bah, tu as justement présenté un film à Paris en, en septembre, en automne dernier, en octobre, je ne me rappelle plus, mais tu as eu des problèmes de. Alors, est-ce que tu peux rappeler juste le titre de ton dernier film là? Oui, bon, le dernier, c'est Israël, le voyage interdit. Oui, Et donc, effectivement, bon, le film, en fait, l'avant-première du film a été faite, s'est déroulée au Forum des images à la fin janvier 2020. Le film devait sortir en avril, il était programmé, puis avec donc la corona, etc., ça a été annulé. Puis, quand les salles ont réouvert, c'était en octobre. Le 5 ou le 6 octobre, je ne sais pas. Enfin, nous, l'avant-première, la deuxième avant-première, c'était le 5 octobre. Voilà. Et ouais. puis, ça n'a duré que 3 semaines parce que on a fermé les salles à nouveau. Voilà. Jusqu'à présent, les salles viennent de réouvrir. Alors, Est-ce qu'on peut maintenant, avoir des extraits quelque part? Est-ce que tu as une oui, bande-annonce, quelque chose? oui, oui, il y a une bande-annonce, bien sûr. Tu peux la trouver sur le site de Nour Film, puisque c'est eux les distributeurs. Nour Film. Comment ça s'écrit? Nour, Nour. Nour. Ah oui, d'accord. Nour Film. Ah ben, je le mettrai dans la description. Oui, oui. Nour Il y Film. a Ok. une bande-annonce de 2 minutes et demie. Alors pourquoi Israël, alors tu dis, répète le titre. Israël, le voyage interdit. Donc le voyage interdit, donc on peut imaginer que tu es parti d'un endroit et puis tu es arrivé en Israël, mais que c'était interdit de faire ce chemin-là. Est-ce qu'on peut résumer ça de façon un peu béotienne, comme dirait un pédant? Hmm. Est-ce que parce que moi j'avais vu bon, ce film j'ai pas vu. Par contre j'ai bien aimé l'un de tes films bah, sur l'Algérie, sur la façon dont tu as interviewé un certain nombre d'acteurs de ce qui s'est passé durant bah, ce qu'on appelait les événements avant et que, et que j'arrive pas à appeler la guerre d'indépendance parce que, enfin, pour moi, l'Algérie n'est toujours pas indépendante, hein, de ses démons, on pourrait dire. Enfin bref, passons. Et donc j'avais beaucoup aimé et j'avais beaucoup appris. Et je me suis dit, bah, tu as dû, à partir de ce que tu as pu recueillir comme témoignage, et puis ça donne un éclaircissement un- inédit sur beaucoup de choses qu'on ne connaît pas en réalité. Et malgré les différents efforts là, d'ailleurs tu as fait une critique du rapport qu'a fait, comment il s'appelle déjà Benjamin Stroy, non? voilà, tu as fait. D'ailleurs, ça va apparaître dans le numéro été de Dogma, ce que tu as fait. Et alors je me dis, est-ce qu'il y a un lien entre ce que tu as fait sur l'Algérie, ta critique du rapport de Stora, le chemin personnel que tu as pu faire par rapport à Israël, ou alors ça n'a rien à voir, ou c'est un peu des choses différentes? Non, étant donné que presque tous les films que j'ai faits, notamment documentaires, à partir du moment où je me suis retrouvé en France, c'est-à-dire à partir de 1993, quand j'ai dû quitter l'Algérie menacé par les islamistes, qui sont venus chez moi d'ailleurs 5 jours après mon départ. Euh, Et à partir de ce... pourquoi ils te menaçaient à l'époque? Tu étais Ben, connu pour tes positions.
Bon, à l'époque, d'abord, depuis 1989, le FIS, le Front islamique du salut, avait été légalisé. Au nom, enfin, il y avait une nouvelle constitution, soi-disant pluralisme, etc. Et le FIS a été le premier parti légalisé. À partir de ce moment-là, il a tout de suite été très violent, verbalement au début, physiquement, il y avait des manifestations monstres, avec des gens qui étaient en treillis, au premier rang, qui marchaient enfin, comme des soldats. Et donc, après l'interruption du processus électoral, ils sont passés à la lutte armée. Et donc, à partir de 93, ils ont commencé à tuer des gens. Au début, c'était essentiellement des intellectuels Oui, ciblés en tant que personnes. Après, il y a eu des corporations, les journalistes, les douaniers, les impôts, etc., les instituteurs. Mais dans ouais, mon cas, c'était tout à fait au début, c'était juste, ils venaient d'assassiner Tahar Jaout, qui était un écrivain talentueux et qui aurait certainement, il était au début de sa carrière d'écrivain, on peut dire, ça aurait été certainement un des plus grands écrivains d'Algérie. Et donc, à la suite de ça, quelques semaines après, j'ai été parmi ceux qui ont créé un comité, on appelait ça un comité Tahar Jaout, parce qu'on s'est dit, maintenant, c'est le début, il faut résister, il faut faire quelque chose. Donc, moi, si vous voulez, depuis les années 80, j'étais l'animateur avec quelqu'un d'autre, avec un autre, un autre intellectuel. J'étais animateur d'un mouvement qui s'est appelé le Rassemblement des artistes intellectuels et scientifiques. On appelait ça en raccourci, c'était le Raïs, qui veut en arabe veut dire le président. Et c'était du temps du parti unique, hein, n'oublions pas. Et à ce moment-là, on n'avait pas le droit de faire des associations, c'était pas libre. Il y avait un seul parti. Et les associations, c'était musicales, sportives et islamiques d'ailleurs, qui étaient autorisées. Les autres, non. Donc nous, on a créé un mouvement. On ne voulait pas être une association. D'ailleurs, on ne pouvait pas. Et on se battait pour tout simplement quelque chose qui était inscrit dans la constitution algérienne même de l'époque, du temps du parti unique, c'est-à-dire la liberté d'expression, tout simplement. On partait de l'idée que émettre une opinion différente, disons, ne peut être considéré comme un délit. Voilà. C'était ça notre base, c'était une base tout à fait constitutionnelle, et on a réussi à faire beaucoup de choses. C'est un mouvement qui était suivi par environ 3000 personnes. ouais. On a fait sortir des gens de prison après 3 mois de prison, alors qu'ils seraient restés beaucoup plus. On a fait reculer le ministère de la Culture qui voulait obliger les éditeurs à présenter les manuscrits avant édition, avant Ouais. publication, etc., etc., etc. Mm. Euh, nos interventions étaient autant en français qu'en arabe qu'en berbère, en tamazir. Et donc tout ça a fait que j'étais connu, quoi. J'étais très connu. Mm. Et donc quand est arrivé le fils, j'ai fait partie des premières personnes à être éliminées, quoi. Donc je suis arrivé en France en 93 et à partir de là, si vous voulez, euh, j'avais pas voulu du tout partir d'ailleurs. J'avais pas voulu partir. Tout le monde me disait il faut partir, tu es menacé, etc. Et ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris pourquoi j'étais prêt en fait à mourir plutôt que quitter l'Algérie, ce qui aurait été effectivement une grosse connerie. C'est que en fait j'avais peur de me retrouver face à une histoire que j'avais complètement refoulée, c'est-à-dire l'histoire de 1962, c'est-à-dire le moment où la population non musulmane va être obligé de quitter l'Algérie en catastrophe, comme un exode véritable, un déplacement de population de plus d'1 million de personnes. Et c'est quelque chose, évidemment, qu'on ne peut pas traiter en Algérie, que jusqu'à présent, les historiens algériens ne peuvent pas traiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont partis? Alors, Si je le peux faire préfet... une parenthèse, Jean-Pierre, si je peux faire une parenthèse, quand tu as parlé tout à l'heure que les gens du FIS ou d'autres avaient tué
des instituteurs aussi, hein, c'est ça que tu as dit Oui. au départ. Ça me faisait penser à Sétif en 45, où lorsqu'il y a eu les 2 scouts qui ont été tués, et on pense, enfin certains pensent que c'est plutôt une provocation, mais passons. Quand il y a eu les 100 Européens qui ont été assassinés, en représailles, il y avait des instituteurs qui avaient eu les mains coupées. Et c'est quand même bizarre pour des représailles, si tu veux. Imaginons qu'effectivement, sous le coup de l'émotion, il y a 2 scouts tués, tu tues de façon indistincte des colons, mais que tu cisailles des mains d'instituteurs, ça veut dire que, en plus, c'était des instituteurs communistes, et j'avais lu ça dans l'Humanité, et c'est pour ça que le Parti communiste avait soutenu la répression qu'il y a eu après. Et je crois que même Stora en parle à un moment donné dans une interview qu'il avait fait pour commémorer le 8 mai 45. Enfin voilà, c'était juste une parenthèse, parce que je veux dire par là qu'il y a une sorte de retour de cycle comme ça. On tue les gens qui sont susceptibles d'éclairer, quoi. Et dès l'époque, ça se faisait déjà, quoi. Enfin bon, c'est une parenthèse. Et, Non, bon, c'est en fait une petite rectification, simplement pour ouais. les 45. D'abord, effectivement, c'était une insurrection nationaliste qui était prévue depuis longtemps. C'est pas du tout un mouvement spontané. Et le début, l'explication officielle algérienne, c'est qu'il y avait un responsable scout qui a été tué tout à fait au début et que c'est ça qui a déclenché. C'est pas Ouais. du tout comme ça. C'est pas vrai. On sait même pas. On ne sait même pas comment ce scout a été tué. Oui, C'est un homme, hein, c'était pas un jeune de 15 ans, hein, c'était un homme. en plus. Euh, oui, il tenait le drapeau Ouais. et on voit mal. Il y avait comment ça s'est passé? C'est que les manifestants ont sorti des banderoles et des mots d'ordre qui n'étaient pas prévus parce que c'était le 8 mai, c'était Ouais. la victoire Ouais. et la manifestation était autorisée. Mm. Et la veille, à la préfecture, il s'était engagé à ne sortir que des banderoles pour la guerre, pour la victoire, Mm. hein, et non pas avec des mots d'ordre, disons, indépendantistes. Or, c'est ce qui s'est passé. Et il y a un commissaire qui était là et qui est allé voir la tête des manifestants pour leur dire, on s'est entendu hier, pour qu'il n'y ait pas de banderoles, il faut enlever ces banderoles. Et je vois mal, personnellement, je vois mal un commissaire sortir son revolver et tirer sur quelqu'un. Il aurait été lynché, massacré, décapité. Bien sûr. C'était impossible. Le commissaire, il devait avoir très peur face à ces Non, mais 3000 ou c'est pas que c'est un commissaire, hein. Il y avait eu un reportage dans le Nouvel Obs, c'est des coups de feu qui venaient, on ne sait pas d'où, hein, Alors, moi, ma théorie à moi, c'est qu'il a été tué par les siens ouais, pour justifier disons, le massacre qui va être commis par les nationalistes. Et ouais. celui dont tu parles avec les mains coupées, c'était en fait pas un instituteur, Ah, c'était le responsable du Parti communiste de Sétif. ah d'accord. Maintenant, son nom m'échappe maintenant, mais ça va revenir. Et puis, il avait aussi la particularité d'être postier, donc il travaillait avec ses mains. Et il était aussi dans la fanfare de Sétif, de la mairie Ouais. de Sétif, enfin un truc comme ça. Donc, fanfare, donc à double titre, et à triple titre peut-être même, parce que communiste et tout ça. Voilà, ça c'est pour cette époque. Euh, On en dans, était à. dans ce film Algérie, Histoire à ne pas dire, c'est-à-dire l'avant-dernier film, donc, Ouais. qui a été terminé, que j'ai tourné entre 2005 et 2007 et en 2006, et puis que j'ai terminé en 2007 et qui a été interdit en Algérie en 2007. La première partie, normalement ce film était composé de 5 parties. La première partie, justement, devait être, disons, ce qui s'est passé à Sétif, justement. Mais le film ayant été trop long, il faisait déjà, sans cette partie-là, il faisait déjà 3 heures. Je ne pouvais pas faire un film de 4 heures à l'époque. Mais Alors j'ai enlevé cette... tu l'as toujours cette partie alors. Alors cette partie, je l'ai toujours. Il faudrait la sortir, hein. Et oui, mais voilà, je vais t'expliquer.
Ouais. euh, quelques années après, il y avait, ce matin je suis très fatigué, les noms m'échappent, mais il y avait ce réalisateur qui a fait le film sur le procès de Charlie, Patrice, attends, comment il s'appelle déjà? Rothman, Lecomte, voilà. Lecomte, ah oui. Ouais. Oui, Daniel Lecomte, Ouais. il avait vu, il a vu cette partie-là, j'avais 15 heures de rush sur Sétif. Ah ouais. Et il m'a dit, écoute, lui, il avait une émission à Arte à l'époque, il Ouais. était Ouais. persona grata, si on peut dire. Ouais. Il m'a dit, moi, en tant que producteur, je suis prêt à... allons voir Arte. Alors, on a eu rendez-vous. Et il y a une présentatrice là, qui s'appelait Lévie Leblond, et qui s'occupe du documentaire à l'époque, Arte. On a montré, j'ai fait une sélection d'une heure, hein, une heure à peu près, comme le film devait être. Et au début, bon, elle trouvait, je la voyais sourire, tout ça, parce que le personnage principal du film est intéressant, de ce film Sétif. Et puis, quand on est arrivé à la séquence où, dans un village près de Sétif, parce que c'est un événement qui s'est passé dans toute la région de Sétif, Ouais. où les vieux, parce qu'ils avaient, quand je les ai filmés, ils avaient entre 70 et 80, d'accord, les acteurs de 45. Ouais. Ouais. Bah ouais. Et ils m'ont expliqué et ils m'ont montré. On est allé dans les rues, c'était la nuit, j'avais filmé la nuit. On était allé dans les maisons qu'ils avaient attaquées. Et eux-mêmes racontaient comment ils avaient attaqué les maisons des Européens. Et à un moment donné, il y en a même un qui dit on l'a tué et ensuite il y avait les cochons qui l'ont mangé. Alors, quand elle est arrivée à cette séquence, la bonne femme de Arte, là, elle a complètement c'était truc. Et puis après, elle m'a envoyé, je lui ai dit, elle a refusé, je lui ai demandé par mail pourquoi. J'étais sûr qu'elle n'allait pas me répondre parce qu'en général, ils ne veulent pas répondre, surtout pas par écrit. Et Ouais. là, elle m'a écrit en disant, oui, ça manque de contextualisation. Contextualisation, elle a vu une heure de rush, il y avait 36 manières de contextualiser Ouais. la chose avec ma voix, le commentaire, c'est clair que j'allais expliquer comment ça s'était passé, tout ça. Et voilà. Oui, mais ça casse un peu l'image du gentil révolté et du méchant colon qui. Voilà. Exactement, parce que en plus, le personnage principal était à l'époque, avait été un instituteur, quasiment à la retraite, au moment où je l'ai filmé, bien qu'il était jeune, très jeune. Et tout le film, c'était quoi? C'était quoi? C'est que lui m'avait raconté que sa mère avait vécu ces événements. Elle était jeune, elle avait 12 ans, et que son oncle avait été tué par les représailles hein, de l'armée française, Ouais. et puis que sa mère disait elle disait pique-pendre des colons. Voilà, c'est le récit qu'il me fait au début dans le film. Alors je lui dis bon, allez, on va voir ta mère, on va voir sa mère. Et sa mère, elle dit exactement le contraire. Elle dit mais Ah, moi je jouais dans la famille du colon, c'est-à-dire en fait d'un agriculteur. C'est comme ça qu'ils appelaient les colons, c'était l'agriculteur. ouais. C'était pas forcément quelqu'un qui avait énormément de terre. Oui. Et donc, je jouais avec sa fille, j'étais chez eux, etc., etc. Et puis, concernant l'oncle qui aurait été tué pendant la répression, alors on se déplace, tout ça c'est dans les montagnes, hein, c'est un moment où 2 ans, 3 ans avant, j'aurais pas pu filmer à cause des maquis islamistes. Ouais. Et on arrive dans un autre petit village où se trouve un autre oncle de mon personnage qui avait presque 100 ans, hein, mais il était devant son magasin, etc. Il tenait toujours son magasin, son petit magasin. Et il raconte, alors il lui pose la question, finalement, mon personnage principal lui pose la question et lui dit comment on m'a dit qu'il avait été tué, mais non, il a eu le typhus, etc., etc., etc. Donc tous les mythes de mon personnage principal, il les a bien encaissés, entre parenthèses. Hein. Tout le film, c'était une sorte de psychanalyse en quelque Ouais. sorte. On C'est passait de pour ça que les chiffres ont été gonflés du nombre de morts.
de Oui, la répression, enfin des oui. représailles. Des Oui, représailles. les représailles ont été très dures, c'est vrai. Oui. Mais par exemple, hein, donc dans ce film, j'ai des entretiens avec pas mal de monde et des gens qui ont vécu ces événements, hein, donc entre 70 et 80 ans. Et je peux te dire que quand il parlait de la répression, il prononçait deux noms. Les Sinigalis, les Sinigalis, parce que dans l'armée française, il y avait un corps de Sénégalais. Alors, ils étaient des gens très baraqués, très forts, etc. Et comme ils étaient noirs, par leur seule couleur, ils créaient la terreur dans les populations arabes. Et en plus, apparemment, d'après les récits, ça a été parmi les plus méchants. Bon. Et il y avait un autre corps qu'ils m'ont cité. C'était les deux corps qu'ils me citaient, c'était les Tabors. Les Tabors. Alors, en fait, c'est les Tabors marocains. Ah oui. Euh, oui, alors ils avaient une réputation de, disons, de cruauté. Alors, est-ce que c'est le fantasme, est-ce que c'est la réalité? Mais en tout cas, je peux dire que personne ne m'a dit les militaires français, ceci, cela. Il y avait les Tabors, et c'était pas qu'un, hein, c'était plusieurs personnes qui m'ont parlé des Tabors et des Sénégalais. Alors, les Sénégalais, c'était le summum. Oui. Est-ce que ça a un lien avec enfin, la mémoire des Noirs, l'esclavage Oui, des Arabo-musulmans, parce qu'ils en ont tué pas mal de Noirs, les Arabo-musulmans, à l'époque de l'esclavage. On ben, ne peut pas savoir, quoi. Il faudrait interviewer les ben, je peux te dire parce que quand j'étais les donc en Sénégalais là. Oui, vas-y, dis-moi. Quand j'étais en Algérie, j'avais fait un film, disons, lié, c'était toute une série que je voulais faire, en fait, de films pour préparer une rencontre sur la psychanalyse. Parce qu'à l'époque, en Algérie, la psychanalyse, il n'y avait pas trop, on ne savait pas trop ce que c'était. Et donc, j'avais commencé après ça s'était interrompu parce que j'ai dû partir et tout, mais j'avais commencé par des films, une trilogie sur ce que j'appelais l'imaginaire lié à la naissance, c'est-à-dire avec l'idée qu'un enfant est déjà conçu avant même d'apparaître, en quelque sorte. Il est conçu dans l'imaginaire des parents, Ouais, des grands-parents, etc., etc. ouais, c'est Et donc, intéressant. j'avais filmé en Kabylie, justement. Le premier film était un peu ethnographique. C'était en Kabylie et dans le sud. Ouais, Et alors, dans le sud, j'avais pris contact avec quelqu'un qui était un simple concierge d'une école, mais qui était un chef dans la région, et puis surtout qui était très, très ouvert, très cultivé, et il avait été le guide de tous les anthropologues et ethnologues algériens. Quand ils allaient dans le sud, ils passaient par lui, parce que avec lui, par exemple, en une semaine, j'ai tourné des choses il m'aurait fallu normalement 2 mois. C'était un homme extraordinaire. Et puis, mon équipe avec laquelle, bon, c'est pas moi qui l'avais choisi, j'ai travaillé dans une société nationale, on m'a donné un caméraman, un preneur de son, un chauffeur. Ils ont été comment dirais-je, d'un racisme vis-à-vis de lui, qui était noir, et encore pas un noir comme un Soudanais, hein, c'était un marron foncé, disons. ouais. C'était terrible. Et il me disait, écoute Jean-Pierre, si c'était pas toi, j'aurais évidemment quitté cette équipe dès le début. Voilà. Ça, Ouais. c'est pour dire comment ça. Et il me disait aussi, je me rappelle, il me disait, parce qu'à un moment donné, il y avait eu une ligne d'avion entre Timimoun, c'est donc à 1000 km d'Alger dans le sud, et la France. Il y avait une ligne directe. Tu veux interrompre? Et, et il me disait, et à un moment donné, cette ligne a été arrêtée. On devait passer par Alger. Et il me disait, tu ne peux pas savoir comment ça me pèse de devoir faire l'escale à Alger. On aimerait faire Timimoun Paris. Parce que franchement, et ce racisme contre les Noirs en Algérie, personne n'en parle, personne ne le traite. Ouais. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure du Raïs, ce mouvement intellectuel
Oui, bon, qui existait donc à cette époque. Je me souviens que à partir du moment où il y avait ce pluralisme, on a cru qu'on allait avoir plus de liberté d'expression, etc. Dans les projets que nous avions, c'était de parler de la question noire en Algérie, parce que personne ne veut en parler, c'est un tabou, mais il y a un mépris vis-à-vis des Noirs qui n'est pas uniquement le fait, disons, des hiérarchies, hein, mais qui est vraiment populaire. La preuve, c'est que mon équipe, c'était pas des intellectuels du tout, hein, il y avait un caméraman qui... mais Ouais. ils haïssent les Noirs autant que les Juifs ou moins, plus c'est pas pareil? Oui, je crois que c'est pas tout à fait pareil, Ouais. mais vis-à-vis des Noirs, c'est vraiment du racisme. Ouais. C'est du racisme. Bon, d'ailleurs, Mais bon, primaires au sens où ils sont inférieurs, ils sont. oui, bien sûr, Ouais, ils sont inférieurs. ouais. Pour les Juifs, je crois que c'est un antisémitisme aussi, hein, populaire, profond. Je Oui, ne crois bah pas oui. que c'est seulement Ouais. des hiérarchies. Mais il y a toujours évidemment ce mépris vis-à-vis de gens qui ont été des gens qui ont été soumis à l'islam Mm. et qui Et pour les Noirs, c'est pareil, c'est la religion qui est au départ, ils sont soumis à l'islam ou ça n'a rien à voir ou c'est. non, je ne crois pas que Oui, ça a à voir avec parce que en fait tous ces noirs en Algérie sont musulmans, oui. ils sont musulmans. Mais non, et c'est connu par Oui, mais exemple. il y avait toujours une. Je me rappelle avoir lu un hadith de. Enfin, c'était Paul Balta. Paul Balta, le journaliste Les du Monde, journalistes. hein. Ouais. Oui. Et il avait écrit que il y avait un hadith, alors j'ai pas vérifié, hein, comme quoi les Arabes dans l'islam sont toujours prépondérants. Et c'est pour ça que tout le monde veut devenir arabe, quoi, par l'affiliation, etc. Parce qu'en plus, ils ne payaient pas l'impôt, et que si on était musulman mais pas arabe, on devait payer quelque chose quand même, je crois. Il Oui, oui. suffisait pas d'être musulman, enfin, il me semble, hein, à l'époque, hein. En principe quand on devenait musulman, on n'était plus redevable de cet impôt voilà, Ah qui oui. était le fait des non-musulmans. Alors Qui c'était au s'appliquait. niveau politique, dans la hiérarchie. C'est-à-dire que si tu es arabe, tu montes plus dans la hiérarchie Oui, des. mais Non, quand tu remontes dans le temps, quand il y avait eu la révolte des. Comment ils s'appellent tu sais, la première révolte justement de de ces. Bouamama, Comment? Oui, Bouamama, oui, ou des Zachari. Oh, moi aussi, la révolte des Indes. ou des Non, Zahilites, ou des. il y Tu avait sais, la révolte des Indes, mais ça c'était en Arabie, ça c'était. non, non, c'était une révolte, c'est peu Et la après. révolte des esclaves. Oui, oui, mais enfin de ceux qui étaient musulmans mais pas considérés comme arabes et eux qui voulaient une sorte de démocratie entre guillemets, quoi, qui voulaient Oui, qu'ils oui, puissent. c'était. D'ailleurs, l'État islamique a pris ce truc-là, à savoir, tu n'es pas obligé d'être arabe pour monter dans la hiérarchie, ce qui fait que tu as des chefs responsables de différentes origines à l'intérieur de l'État islamique, quoi. Enfin bon, c'est une parenthèse, Entre mais parenthèses, dans ce film dont je parlais tout à l'heure que j'ai filmé dans le sud, j'avais filmé donc des vieux ouais. et puis je leur demandais leur généalogie. Mm. Alors c'était vraiment marrant parce qu'ils étaient deux ou trois devant la caméra et puis chacun il commençait à parler des parents, mais ils remontaient. Et c'était Ben Mohamed, Ben Ali, Ben Ali, Ben Ah. Mohamed, etc. Et ça remonte. Et après, quand on leur demandait, mais alors à l'origine, eh ben, c'était, ils étaient affiliés au prophète. Oui, bien sûr. Oui, Voilà. parce que et c'est obligé, parce que politiquement, si tu n'es pas affilié au prophète, tu as moins de pouvoir, hein. Oui, J'avais lu des choses là-dessus. voilà, c'est une manière, disons, oui, de s'intégrer à travers cet imaginaire. Et une autre, mais ce que tu racontais là sur les Sénégalais et les Marocains, c'est très intéressant parce qu'il faudrait voir, hein, de plus près. Parce que je sais que pendant la guerre 14-18,
il y avait certains bataillons français sur le front allemand qui appelaient certains Allemands les Schleux, en référence avec les Schleux du Maroc, où il y avait eu beaucoup de difficultés à les mater parce qu'ils étaient des gens très durs à la bataille. Alors, il y avait aussi cette idée de déshumaniser l'autre en l'appelant d'un nom barbare, l'écheleu, pour casser toute sympathie avec le côté européen de l'allemand, quoi. Mais bon, il y avait ce rapport au côté cruel de certains guerriers marocains. Et bon, enfin bon. Et Voilà, donc, donc, oui. donc moi, ce que j'ai toujours ressenti, que je t'ai jamais dit en fait, mais bon, c'est que j'ai senti que bon, ça t'avait beaucoup blessé, euh, ce que tu as vécu en Algérie, au sens où c'est quand même ton pays, c'est ton pays en fait, et que tu, euh, tu vis un petit peu, enfin Israël maintenant c'est ton pays, mais tu as une forme de blessure aussi. Je veux dire, tu as plusieurs pays hein, en réalité. Euh, mais tu sens que, imaginons, en Algérie, tout serait bien passé, tes films, etc. Tu aurais une place et tout, comme tu l'avais, et même de mieux en mieux. Est-ce que tu aurais été en Israël? Ben, non, je pense pas parce que la question d'Israël, la question juive d'une manière générale et la question Israël en particulier, c'est un tabou. Ça fait partie des tabous de l'Algérie. C'est-à-dire on ne peut pas vivre en Algérie en ayant un regard lucide sur ce qui se passe en Israël ou bien dans les environs d'Israël. C'est impossible. J'ai un exemple vivant c'est que mon fils, par exemple, qui est retourné en Algérie en 1999, voilà, jusqu'à présent, depuis que je suis arrivé en Israël, j'ai voulu avoir un contact avec lui aussi sur ça. Il a refusé de suite et il a rompu toute relation avec moi. C'est-à-dire que ça fait peur, ça fait peur. Donc, on est incapable en Algérie et il y avait ma fille qui me racontait hier, tout simplement, parce que mon fils lui a envoyé une vidéo d'une antisioniste qui s'appelle Michel Sibony en France et qui est interviewé dans les télévisions parce que en tant que juif, c'est bien d'avoir un juif qui est contre Israël. Ouais. Et ma fille qui, elle, est venue en Israël, qui a regardé, etc., elle disait, mais j'étais horrifié par cette vidéo qui disait en Israël, il y a de l'apartheid, etc., etc. Et alors, elle lui a dit tout ça à son frère et qui était assez mécontent Et d'avoir ton frère ton fils qui est juif aussi. il est juif par moi, puisque sa maman, elle, est, disons, même si elle ne se revendique pas ni de l'arabité ni de l'islamité, mais elle vient de là. Et Euh, donc il répudie son côté juif aussi. il ne peut pas l'assumer. Alors, lui, il dira pas ça, pas le côté juif. Il dira, je renie pas ça, mais je suis contre le sionisme. Voilà. C'est-à-dire, le sionisme est complètement diabolisé, comme tu Ouais, sais, dans les oui, pays arabes. ouais, C'est pas le sionisme, c'est un mouvement de libération, tout simplement, ouais. qui devrait être normalement soutenu comme tous les mouvements de libération. Mais dans tous les pays arabes, c'est comme ça, c'est le sionisme. Et donc, étant en Algérie, il ne peut pas avoir d'autres discours. Et si j'avais été en Algérie, donc, pour répondre à ta question, ben, ça aurait été pareil. Soit Ouais. j'aurais été conscient de ça. Mais à l'époque, bon, maintenant il y a les ordinateurs, il y a les Internet, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Ouais. Comment avoir une autre idée d'Israël lorsque tu sais par ton expérience que si tu dis un mot concernant Israël, tu vas tout de suite être, tu vois. Je donne Enfin, encore ça n'a un pas autre été, exemple. ça a pas été toujours comme ça. Là, quand tu parlais, ça me faisait penser au livre du petit-fils d'Abdelkader, je crois, qui avait écrit un livre.
dans les années 60 en disant qu'Israël, c'était l'exemple, c'était avant l'indépendance, enfin la guerre d'indépendance, là, qu'Israël, c'était un exemple de socialisme. Parce que lui, c'est un marxiste, c'était un marxiste tiers-mondiste, mais plutôt marxiste de la vieille école. Et je ne sais pas si tu connais ce bouquin-là, qui est assez gros, et il expliquait que justement, le, le socialisme du sionisme des kibboutz, c'était vraiment quelque chose d'important pour lui, et c'était un exemple à suivre. Donc il y avait tout un courant quand même à l'intérieur de, on pourrait dire, la gauche marxiste, euh, comme quoi l'expérience socialiste des kibbutz, en tout cas, c'était important et qu'il fallait suivre, et qu'il n'y avait pas du tout le narratif nassérien, arabiste, et sartrien peut-être, qui s'est créé avec le FLL et tout ça, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en Ouais, penses. il s'agit en fait, oui, je connais très bien puisque je connais ce livre, je l'ai connu peut-être, je sais pas, en 2010, comme ça. Après, j'expliquerai un peu comment je suis arrivé pour la première fois en Israël. Mais Oui, bon, c'était à peu près donc en 2010 que j'ai lu ce livre et j'étais complètement, c'est un livre qui est sorti en France chez Maspero en oui, c'est 61 ça. ou en Ouais, 62. ouais. Et moi qui avais été étudiant quand même pendant 3 ans en France, entre 67, fin 66 et 69, après je suis allé étudier le cinéma à Moscou, et pendant ces 3 ans j'étais à Paris, j'allais souvent à la librairie Maspero, etc. Et voilà, ça fait partie des choses. C'est un livre qui a dû être dans mes mains, mais que j'ai laissé de côté. Hein, j'ai pas voulu ouvrir d'une certaine manière. Oui, parce Et que l'image du sionisme, ça voulait dire expansionnisme. Sionisme égale oui, expansion. impérialisme, Ouais, c'est c'est ça. colonialisme, Ouais, etc. Oui. ouais. Alors, ce livre, non seulement j'ai lu donc ce livre en 2010, mais dans le film que j'ai fait là maintenant, Israël, le voyage interdit, il Oui. y a une séquence qui dure 20 minutes autour de lui. Elle Ah est oui. magnifique. C'est une séquence magnifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, Comment il on, s'appelle le titre du livre? Tu te rappelles le titre du livre? c'était le conflit judéo-arabe. Oui, c'est Je ça. crois bien, c'est ça, Ouais. le conflit judéo-arabe. Édité par Maspero, en 61-62. Et donc, lui, ici en Israël, il y a un historien qui avait fait une interview avec lui d'1 heure sur les anciens petits magnétophones. Et donc, j'ai récupéré cet entretien. Et avec ça, on a conçu une séquence où on retraverse tous les paysages où il a vécu, parce que je vais raconter rapidement. Donc, c'était toute la Galilée. Pourquoi? Parce que il est l'arrière-petit-fils de l'émir Abdelkader. L'émir Ouais. Abdelkader s'est installé finalement en Syrie. Ouais. Alors, à l'époque, Syrie, Palestine, hein, etc., c'était la même chose. Ouais. C'était le même endroit. Ouais. Et donc, son père, c'était un très gros propriétaire foncier. Hein, il avait eu énormément de terres. Et c'était un féodal, tel qu'il nous l'a décrit, tel qu'il le décrit, son père. Il haïssait son père. Son père voulait que tous les matins, il lui baise la main. Et il avait toujours refusé. Et très rapidement, il a été attiré par la révolution d'octobre Ouais. en Russie, etc. C'est Et l'époque. il devient effectivement marxiste. Ouais. Et là où il habitait, c'était dans le Golan. Lui, où son père et tout ça était, c'était dans le Golan. Et alors, il suffisait de descendre, de faire quelques kilomètres à cheval, comme il le faisait, et il arrivait dans des kibbutz. Et ça, évidemment, entre la rencontre qu'il avait eue avec le marxisme, je ne sais pas comment déjà, et puis peut-être à travers les gens du kibbutz d'ailleurs. Ouais. Et il disait, cette expérience, c'est ça le communisme. Hein, à partir de là, il a été, on peut dire, oui, pro-sioniste, pro-israélien, etc. Et en 49, parce que quand il y a eu la guerre entre tous les pays arabes qui avaient fait la guerre à Israël qui venait de naître en 48, bon, cette guerre s'est arrêtée par la défaite des pays arabes en 49. Et lui, il venait juste d'arriver en Israël, parce qu'il était allé faire des études en France, etc. Il venait en Israël pour faire la guerre du côté israélien. Et puis la guerre Ah, s'est arrêtée. Il y avait eu les traités de paix.
même pas des traités de paix, non, c'était des accords de cessez-le-feu, tout Ouais, simplement. ouais. Euh, et donc, voilà, et à partir de là, il était le plus souvent en Israël et il est mort donc en Israël. Il est enterré dans un kibbutz. Alors, à la fameuse séquence du film, c'est donc on voyage dans tous ces paysages, c'est-à-dire la Galilée, le Golan, etc. Et on arrive à la fin, évidemment, dans le cimetière du kibbutz où il est enterré. Voilà, c'est très beau parce que ce qu'il dit, c'est d'une actualité. On a l'impression qu'il nous parle aujourd'hui. Il parle de la guerre entre les chiites et les sunnites. Il parle, c'était à l'époque, quand il a fait cette interview, c'était les accords d'Oslo. Ouais. Il dit, on leur donne Jéricho, etc. Mais pour eux, ce n'est qu'un apéritif. Eux, ce Ouais. qu'ils veulent, c'est tout. C'est Oui, comme ça bah oui. qu'il dit. Bah Oui, oui. oui, c'est un apéritif. Ils Ouais. veulent tout. Ils le disent entre eux. Ils veulent toute la Palestine, c'est-à-dire tout Israël. Ils veulent effacer Israël. C'est d'une lucidité, d'une actualité extraordinaire. Ah, ça donne d'autant plus envie de voir ton film. Enfin, parce que ça, c'est important historiquement, effectivement. Alors, Comme quoi, il y a... c'est un film en 4 parties. C'est un film de 11 heures. Ouais. Euh, alors, les parties sont indépendantes. On peut les voir séparément. C'est mieux de les voir dans la chronologie quand même. Voilà. Mais il y avait tout un courant, là, tu me fais penser, Maspero, il y avait tout un courant qui était en même temps dans cette mouvance-là. Parce que même quelqu'un que j'aime pas beaucoup, mais Maurice Blanchot, il était contre, comme il s'appelait là, celui qui a écrit les bonnes. Genet. Quoi? Genet. Genet, voilà. Genet qui était hyper palestiniste à fond. Et Blanchot lui disait, mais non, c'est plus compliqué que ça, etc. Enfin bref, dans les temps modernes, Gallimard et tout, enfin tout ce courant sartrien et tout, Maurice Ponty et tout, il y avait quand même une mouvance qui considérait justement le socialisme des kibbutz, le sionisme, etc., comme quelque chose de légitime. Et c'est pour ça que Maspero, il était dans cette mouvance-là, quoi. Mais j'ai l'impression que elle existe encore un peu, cette mouvance, puisqu'il y a eu quand même le livre Génocide voilé de Nita Ndian qui est sorti là sur l'esclavage arabo-musulman. Il est sorti chez Gallimard. Donc il y a un courant qui est plus ouvert au niveau de l'analyse de ce qui s'est passé en Afrique du Nord. Mais ce courant a disparu. Bon, il a jamais existé vraiment en Algérie, mais en France, il commence à disparaître, quoi. Et Tu parlais des temps modernes. Alors, ça me fait penser justement à propos de Rezac. Il s'appelait Abdelrezac, mais tout le monde l'appelait Rezac, Rezac Abdelkader, ouais, petit-fils de l'émir. Alors, en 1967, les temps modernes ont sorti un énorme numéro. ouais, Je crois que je l'ai sur le conflit. Ah ouais, c'est je ça, l'ai. Ouais, ouais, le conflit. Alors, israélo-arabe. ouais. Alors, il avait été préparé évidemment avant, mais il est sorti juste après la guerre, après la guerre des 6 jours. Donc, alors, ce que j'ai appris par la suite, c'est que, alors, le livre, c'est quoi? C'est une partie qui est donnée aux Arabes, aux Palestiniens, et une partie qui est donnée aux Israéliens. Le livre est censé confronter deux positions. Alors, il y a déjà, il faut savoir donc que Reza Abdelkader avait été sollicité pour écrire, puisqu'il venait de sortir ce livre en 61-62, son livre, et donc il était déjà connu. Et évidemment, il était haï par les Arabes, Mm. parce qu'il défendait Israël, en fait. Et tout son livre, c'est pour dire, en gros, que les Arabes, c'est le féodalisme. Ils sont en plein dans le féodalisme. Et Ouais. même, il avait l'exemple de sa propre famille, bien sûr, son propre père. Son père, il dit, c'était un très grand féodal dans l'esprit même, hein, pas simplement socialement. Et donc, il est, et pour lui, évidemment, Israël, c'était la modernité, c'était le socialisme, même le communisme pour lui, etc. Et donc, il avait été sollicité par les temps modernes, donc par, comment il s'appelle, Lanzmann, qui était le Ouais. rédacteur en chef
Mm. des temps modernes. Et donc, il a écrit un article. Et les Arabes, et la partie arabe du livre, a dit, si Reza Abdelkader il y a son papier, nous, on retire les nôtres. Alors, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Mm. Et finalement, j'ai appris qu'il y a un journal italien par la suite qui va donner vie à cet article-là. Mais finalement, Lanzmann va retirer ce que je lui reproche beaucoup. Va retirer cet article parce que c'était un chantage, il ne fallait pas obéir du tout à ce chantage. Et en plus, c'est un deuxième reproche que je fais à ce livre, c'est que le livre commence par un pavé, c'est 80 pages, c'est pas un article, c'est déjà un livre de Maxime Rodinson, Ah oui, qui était absolument pro-palestinien. ouais, ouais. Et alors ça rompt l'équilibre, parce que soi-disant c'était un numéro qui devait être équilibré entre les Arabes et les Juifs, et en donnant une introduction, en tant qu'introduction, le papier livre, qui était en fait un livre de Rodinson, c'est déjà, ça cassait. La deuxième chose qui m'a frappé quand je l'ai relu, quand je l'ai lu, pas relu, mais quand je l'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est que autant chez les Israéliens, ils étaient une dizaine ou une quinzaine, chacun avait un point de vue spécifique, particulier, même contradictoire, parce que parmi eux, il y avait des gens de gauche, socialistes, communistes et tout, qui avaient un point de vue très favorable aux Arabes. Par contre, dans les points de vue des universitaires ou des Arabes ou des politiciens, etc., c'était exactement le même point de vue. C'était les mêmes expressions. Du début à la fin, on avait l'impression de lire un seul article. C'est quand même frappant, ce truc. Voilà, bon, ça c'est. Mais sinon, ça me fait penser, quand tu parles du côté féodal, ça me faisait penser, là, peut-être c'est un peu du coq à l'âne, mais pas tant que ça. Les Arabes israéliens, là, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a justement un double langage, d'ailleurs c'est en rapport avec cette revue d'ailleurs, à savoir, ils n'ont pas envie, s'il y avait un futur État palestinien, ils n'ont pas envie d'être insérés dans ce futur État palestinien, dans les échanges de territoires qu'avait prévu Clinton là, à Camp David dans son histoire de Oslo 2, etc. Donc ils veulent pas, mais en même temps ils veulent tous les avantages de la citoyenneté israélienne, tout en basculant quand il y a des problèmes dans une hystérie, enfin une frénésie plutôt oui, une hystérie aussi, c'est-à-dire un affaiblissement complet de la conscience dont parle Shmuel Trigano, là, Trigano, que quand j'ai lu sa tribune sur les pogroms qu'il y a eu après l'histoire de la guerre du Hamas il y a 15 jours, qui m'ont complètement étonné, quoi. Parce que lui-même, je le sentais très bouleversé de ce qu'il a vécu, et ça me faisait penser à des scènes que j'avais pu lire il y a 40, 50 ans, enfin sur les pogroms, sur la haine qu'il y avait pu avoir à Jérusalem ou à Dir Yassin, enfin tout ce narratif-là de cohabitation, même en Algérie d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, des gens, le djihad naît entre eux et ils deviennent des automates, des zombies qui vont tout détruire alors qu'ils s'appelaient par leur prénom la veille, quoi. Oui, ça c'est caractéristique. On le voit en Algérie, on l'a vu en 45. Ouais. Ça s'est passé comme ça. À C'est Philippeville aussi, tu en Et parles. ensuite, en août 55, entre Philippeville et Constantine, il y a eu aussi pendant 3 heures des massacres aux faciès. Et alors, évidemment, il y a des chefs qui entraînent, hein, il y a des chefs qui entraînent, mais une fois que le mouvement est lancé, eh ben, ça devient. Ou alors le 5 juillet 62 à Oran, c'est comme ça, il y a eu quand même. Ouais. On a trouvé jusqu'à présent qu'il y a eu 700 morts européens et juifs, chrétiens et juifs dans cette journée-là. Enfin, c'est pas Euh, 3000, parce que certains y parlent de 3000. oui, oui, 3000, 2000, etc. Ouais, on Ça, sait pas. les 700, c'est
ils ont été authentifié. répertoriés par un historien qui s'appelle Jean-Jacques Jordi, qui est pied noir d'ailleurs, et lui, c'est sur les archives françaises. Le problème, c'est qu'on ne pourra connaître vraiment la vérité que du chiffre que lorsqu'on aura accès aux archives algériennes. Ouais. Quand il y aura les archives algériennes, elles seront ouvertes, jamais. Hein. Oui, sûrement. Alors, c'est sûr que 700, c'est le minimum. Hein, c'est les tués et les disparus. Mais il y en a eu au moins le double. Au moins le double. Alors Parce que toi qui es... ça s'est passé pendant 3 jours. Hein. C'est pas simplement, on dit le 5 juillet, mais ça a été Ouais, le 5, le 6, le 7. Parce que il y avait des. Moi, j'ai filmé à Oran, justement, pour mon film Algérie, histoire de ne pas dire. ouais. J'ai fait une. J'avais tourné, mais je ne l'ai pas mis dans le film. Parce que le film que j'ai tourné à Oran, je l'ai concentré dans un quartier qui s'appelle la Marine. Et donc, pendant que je tournais ça, il y a un ami qui m'a dit, si tu veux, qui était un ami de mon père, hein, c'est-à-dire il était plus vieux que moi, et il m'a dit, si tu veux, je te montre dans Oran tous les lieux de détention qu'il y a eu et là où on a ensuite tué les Européens. Et j'ai filmé, mais seulement je n'ai pas pu utiliser ça parce que Ah oui, je ne me euh, rappelle pas avoir vu ça. Ouais. non, non, parce que le film, c'était un quartier. Alors, il y a une logique, si tu veux, narrative. Je ne pouvais pas, juste voilà, je ne pouvais pas mettre ça, mais j'ai filmé. Il y avait même les abattoirs. Les abattoirs d'Oran, c'est connu, ils ont été remplis d'Européens, de Juifs, de chrétiens qui ont été ensuite assassinés et jetés dans un lac, le petit lac qu'on appelle à Oran le Petit Lac. Je suis allé filmer le Petit Lac. Ça, c'est dans le film. Alors évidemment aujourd'hui, c'est quoi? C'est un endroit, un déversoir d'ordures. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, quand on jette les ordures. Bon, il y a un nom. Un dépotoir. Hein. Un de- on jette tous les ordures, si tu veux. Alors c'était un spectacle terrible parce que d'abord il y avait eu de la pluie, c'était de la boue, etc. Ces ordures, et puis il y avait des milliers d'oiseaux. Mais Ah, des grands oiseaux, hein, je ne sais pas ce que c'était comme espèce, mais des retours. Hein. alors, il y avait les vautours, bon, tout ça, mais il y avait aussi d'autres. Il y avait, je sais pas, je sais pas si c'était des cigognes ou je sais pas quoi. Je sais pas si elles mangent de la viande ou autre chose, mais c'était donc ça faisait tous ces oiseaux avec le bruit que ça faisait. C'est pire que les oiseaux d'Hitchcock. Hein. Ouais. Voilà. Mais bien sûr, là, tout le monde, tous les Oranais d'un certain âge savent que au Petit Lac, on a tué et on jeté dans le Petit Lac, ou bien les gens qui avaient déjà été tués, on les jetait aussi. Mais il y avait aussi la foule. C'était, comme tu disais, c'était de l'hystérie, du lynchage. C'est terrible, hein, ce qui a été Oran. Et maintenant, là, quand tu es en Israël, est-ce que tu sens ce qu'a raconté Trigano? Est-ce que tu sens une tension parce que moi, ce qui m'avait frappé quand j'étais venu te voir là en 2014, il y avait quand même à Jérusalem ou Tel Aviv, je voyais beaucoup de gens musulmans aller et venir, etc. Maintenant, et puis Jérusalem-Est aussi, j'avais été, et je sentais plutôt une parmi les commerçants palestiniens là. Ils avaient envie plutôt, ils étaient lassés, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils vivaient, alors je ne sais pas si tu peux me confirmer ça, mais qu'ils vivaient ce que le FNL algérien faisait subir aux commerçants, c'est-à-dire ils devaient donner une partie de leurs recettes pour la résistance. Et le FNL algérien faisait ça aux commerçants, aux restaurateurs, même y compris à Paris et tout ça. Mon père, il m'a raconté ça. Et là-bas, je sentais qu'ils avaient ils avaient des difficultés à boucler leur budget et qu'ils voudraient que ça s'arrête et qu'il y ait des gens qui viennent voir. Bah, il y avait de temps en temps des touristes, des cars, parce qu'il y avait un point de vue sur Jérusalem de l'autre côté. Mais je sentais qu'il y avait qu'en fin de compte, qu'on alimentait leur animosité, enfin qu'on alimentait alors qu'ils aimeraient bien plutôt qu'on les laisse tranquilles. Enfin, je sais pas ce que tu... Là, ça fait Écoute, 7 ans. mon expérience par rapport à ça, d'abord, j'habite dans un quartier qu'on appelle de Tel Aviv, qu'on appelle mixte.
c'est-à-dire où il y a des Arabes, beaucoup d'Arabes et des Juifs, donc beaucoup plus de Juifs, mais beaucoup d'Arabes aussi. C'est donc Yafo, Jaffa. Et donc, et aussi l'expérience de mon film, le dernier, Israël, le voyage interdit, où j'ai filmé pas mal d'Arabes, en Galilée, dans le sud, des Bédouins, voilà. Et donc, j'ai un panel, on peut dire, de points de vue différents. Et donc, j'ai filmé le maire adjoint de la ville d'Akko. Enfin, Akko, on dit en hébreu, mais c'est Saint-Jean d'Acre, on dit en français, quoi. Ah oui, Donc, très connu. le maire adjoint, donc c'est un arabe, et on m'avait donné son nom, je ne le connaissais pas du tout. Il avait accepté d'être filmé, donc je suis allé pour le filmer. Et dès le début, j'ai commencé par me présenter. Voilà, je viens d'Algérie, il y a eu le fils, j'ai été obligé de quitter l'Algérie, et j'ai eu la surprise d'avoir un type devant moi qui s'est mis à défendre le fils et qui connaissait très bien la situation d'ailleurs, comme quoi le fils, eh c'est pas lui, il a recouru à la violence parce qu'on a interrompu les élections, etc. C'était normal. Et c'était alors lui après, donc je lui pose la question, il fait partie du mouvement islamiste en Israël. Il y a la branche nord et la branche sud. La branche nord, c'est la plus virulente. Elle a été interdite après moi, après que je filme. Mais quand je filmais, elle n'était pas interdite. Et la branche sud, elle est un peu plus modérée. C'est le fameux dont on parle beaucoup maintenant, Mansour Abbas, qui est le mouvement islamiste du sud, où il y a beaucoup de bédouins. C'est surtout des bédouins. Alors, les bédouins, en général, ils sont pas aussi anti-israéliens, si on peut dire, que les autres, ceux du Nord. Les Bédouins, en général, et je crois que c'est un peu comme j'ai fait l'association avec les Noirs en Algérie, comme ils sont méprisés, les Bédouins sont méprisés par les Arabes, il faut le savoir. Oui. Et donc, à cause de ce mépris, ils ont du mal à suivre les mouvements palestiniens. Et pourquoi Et ils donc, sont méprisés? Pourquoi ils sont... parce qu'ils sont pas blancs. Ah oui, oui, c'est ça. C'est toujours la même chose. Ouais, Toujours la même chose. Et puis, c'est des gens du désert. ouais. Hein, tandis que eux, c'est les gens des villes, Ouais, ouais, soi-disant. bien sûr. Et donc, dans le film, par exemple, on a filmé un Bédouin qui s'est engagé, son père s'était engagé dans Tsahal, lui s'est engagé dans Tsahal. Il a dit, et mes enfants feront l'armée aussi. Pourquoi? Il a dit, pourquoi je vis dans ce pays, pourquoi quand il y aura une guerre, il faudra qu'on vienne me défendre, je dois aussi défendre mes amis aussi. Les Juifs me défendent, moi je dois défendre les Juifs. Il a ce discours. Mais aujourd'hui, le mouvement islamiste a pris de l'ampleur, justement. C'est pour ça que le Hamas, même dans ce qu'on appelle la Cisjordanie, mais qui est en fait la Judée-Samarie, le Hamas, s'il y avait des élections libres, c'est sûr qu'il battrait le Fatah. C'est sûr qu'il battrait Mahmoud Abbas. Et c'est pour ça qu'il a annulé les élections récemment. Hein. Ouais, Et pourquoi les gens sont attirés par le discours du Hamas? C'est un peu comme en Algérie à l'époque, le fils. ouais, Il y avait plein de choses que disait le fils, j'aurais pu voter fils. Il disait, ouais. il y a la corruption. Et oui, c'est vrai, il y a la corruption. Le pouvoir est corrompu, les généraux ils sont corrompus, tout l'argent qui arrive du monde entier de solidarité va pour grossir les poches de ses dirigeants, Ouais. etc., etc., etc. Alors le Hamas, il joue sur la même chose, sur la moralité, comme le fils, la même chose. Tiens, Voilà. tu permets une parenthèse? Est-ce Oui. que tu étais pour la suspension des élections, justement, lorsque le fils a gagné le premier tour? Est-ce que tu étais pour l'intervention de l'armée à ce moment-là? Ou tu pensais qu'il fallait continuer? Alors, ma position Ouais, à l'époque, elle était la suivante. Euh, Évidemment, j'étais partisan du pluralisme. Donc, quand il y a eu la nouvelle constitution, j'ai dit c'est très bien. Parce que
ça permettait de réveiller un peu le corps social. Il était complètement lobotomisé par 30 ans de parti unique. Ouais. Et donc ça, je trouvais que c'était plutôt positif. Alors évidemment, après, le, le problème, c'est que, à l'époque d'ailleurs, quand il y a eu les premières élections pour les mairies, le fils a remporté presque toutes les mairies d'Algérie, j'étais en train de faire un film sur l'autisme avec des enfants qui s'est appelé La mer est bleue, le ciel aussi. Et et très vite, j'ai fait une sorte d'analogie entre l'autisme des enfants et l'autisme de la société. Pourquoi? Parce qu'avec les enfants, je me suis aperçu que quand les enfants, bon, il y avait différents cas, hein, ce n'étaient pas tous des autistes profonds, mais il y avait, quand les autistes, en général, ils sont très pacifiques. Et la seule violence qu'ils ont, c'est contre eux-mêmes. Ils se donnent des coups, etc. Et à partir du moment où il y a un travail thérapeutique des thérapeutes, donc, qui est fait vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire de leur faire retrouver un peu le sens du réel, hein, de sortir de soi en quelque sorte, alors ils deviennent violents, violents contre les thérapeutes, violents contre... voilà. Et donc, j'ai fait l'analogie, pourquoi? Parce que je me suis dit, mais cette société, finalement, elle était autiste. Et à partir du moment où on commence, elle sort de cet autisme un peu, elle vient dans la réalité, elle n'a pas les instruments symboliques, si on peut dire, même le langage, pour exprimer ces conflictualités. Et alors, ça va tout de suite dans la violence. Voilà. Alors, d'ailleurs, ce film, au début, il avait démarré sur l'autisme des enfants. Et quand je vivais ces événements au quotidien, j'ai voulu ajouter en quelque sorte cette dimension dans le film. Je l'ai ajouté. Le film a été interdit pendant 2 ans par la télévision algérienne qui me l'avait commandé au début pour un film sur les autistes pour enfants. C'était d'ailleurs Abdou B, un journaliste de cinéma qui était devenu directeur de la télé, qui soi-disant était pour la liberté, mais n'empêche qu'il a interdit mon film pendant 2 ans. Et c'est quand Boudiaf est arrivé au pouvoir, que le film a été libéré, qu'il a été montré à la télé et on m'a dit qu'il l'avait vu et qu'il avait dit est-ce que c'est dans ce dépotoir que les enfants sont. Et puis le lendemain, il a donné l'ordre de donner une vraie clinique à ses enseignants et à ses enfants, etc. Et donc mon film, il a contribué au moins à ça. Ouais. Et pour en revenir alors à à la suspension des élections, alors? Ah, suspension des élections. Alors, oui, alors j'étais pour le pluralisme, donc j'étais d'accord pour qu'il y ait des élections où le fils participerait. Euh, alors, en même temps, j'étais très conscient que le fils est le fascisme, hein. Notre mouvement, le Raïs, en 89, on faisait des forums aussi, hein. On faisait des forums où il y avait 500 personnes, hein. Et en 89, dès le début, il a été légalisé en janvier 89 ou en février, et le forum, c'était en novembre. Et déjà, on avait des dizaines d'exemples de violences des islamistes au quotidien, contre les femmes, contre les salons de coiffure pour femmes, Ah, et Tahar Jaout avait fait un rapport justement où il disait qu'il avait reçu des menaces de mort parce qu'il avait un journal qui s'appelait Rupture, où il avait fait un article sur l'enseignement pour montrer comment les islamistes avaient pénétré l'enseignement, non seulement en tant que personne, mais aussi dans le contenu idéologique des programmes. Et donc, suite à ça, il avait reçu des menaces de mort et il avait témoigné. Il avait témoigné dans ce forum et d'autres. Et à la suite de ça, nous avions écrit, c'est moi-même d'ailleurs qui avais écrit la première mouture, c'était un manifeste, on appelait ça le manifeste pour la tolérance. On voulait que tous les partis politiques, avant les élections, s'engagent à signer ce manifeste qui leur interdisait évidemment de pratiquer la violence, etc. etc. Alors, donc, je n'avais absolument aucune illusion. Au contraire, ce manifeste, on l'a fait signer par 3000 personnes. On est allé la porter au président de l'Assemblée nationale. Et il y avait 3000 personnes dans la rue aussi. On était la première manifestation où on criait fils, fascisme, etc. Donc, aucune illusion vis-à-vis du fils. Mais en même temps, euh, comparé par exemple avec le parti auquel j'appartenais, c'est un parti communiste, disons, qui s'appelait le Parti de l'avant-garde socialiste, assez rapidement, ce parti était contre
la participation contre les élections, parce que le premier tour, effectivement, le premier tour de ces élections législatives avait été gagné très largement par le fils. Mm. Ils allaient avoir plus que 75%. Ouais. S'il Mais y avait un deuxième. Il faut savoir que il pouvait pas devenir une assemblée constituante quand même. Il leur manquait, je crois. avec 75% des députés, ce qu'ils allaient avoir, ils n'avaient pas besoin de changer, de faire un référendum pour changer Ouais, la Constitution. Ils pouvaient tout simplement, voilà, à la majorité des 75%, dire, voilà, l'Algérie à partir de maintenant, c'est plus la République algérienne démocratique et populaire, mais ça va être la République islamique d'Algérie. Voilà. ouais, mais Ça, c'était ouais, ce qui allait se passer, ce qui était d'accord. allé se passer. Ouais, Alors là, il y avait la division entre ceux qui disaient il faut interrompre le processus électoral. ouais, Alors, la direction du Parti communiste disait ça, ouais, et il disait même plus, il faut se mettre carrément derrière l'armée. oui, Et comme a moi, dit le mouvement du docteur Saadi. oui, alors moi j'étais contre qu'on se mette derrière l'armée. Je disais, si l'armée a des positions patriotiques et antifascistes, très bien. Il peut y avoir une alliance avec des gens de l'armée. Pourquoi pas? Ça s'est passé dans tous les pays du monde, ça. Mais Donc tu étais contre l'interruption, quoi. Tu étais alors, contre. j'étais contre l'interruption, mais à une condition aussi, c'est que l'armée fasse son travail. Oui, Fasse son travail. non, C'est-à-dire, moi j'ai eu la même position que toi, hein, de toute façon. C'est-à-dire c'est-à-dire que qu'il fasse, mais fallait pas interrompre le processus, mais comme l'armée est soi-disant gardienne de la Constitution, si le fils au pouvoir faisait des exactions, continuait, etc., à ce moment-là, légitimement, l'armée pouvait intervenir. voilà, c'était Et ma ça aurait position. cassé tout le discours du fils disant qu'ils n'ont pas pu montrer ce qu'ils étaient capables de faire, etc. Voilà. Mais le problème aussi, hein, il faut voir l'exemple, par exemple, iranien. Oui, mais Euh, regarde en Tunisie, Ennahda, ils ont perdu les élections, ils sont partis. Alors que bon, ils auraient pu jouer. Bon, évidemment, ils avaient peut-être pas une force militaire que le fils avait déjà à oui, l'époque. le fils, à partir du moment où ils ont gagné les élections communales, ils avaient presque toutes les mairies d'Algérie, Ouais, euh, les mairies ont été utilisées pour faire des stocks de médicaments, stocks de vivres, etc. Ils se préparaient à la guerre, hein, c'est clair. ouais. Et par conséquent, après, il y a eu beaucoup de confusion. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque, il y avait le gouvernement Hamrouche, qui était, pour moi, c'est l'homme le plus politique, le plus intelligent qu'a jamais produit l'Algérie. Mais à cette époque, il a été un peu trop laxiste. Et d'ailleurs, nous, le Raïs, on était allé le voir. On était allé le voir. Comment tu dis, il s'appelle Hamrouche, Mouloud Hamrouche. Mouloud Amrouche, d'accord. Et il avait un discours totalement moderniste, il voulait casser les monopoles, il voulait libéraliser. Bon, Ouais. et il était pour la liberté. La liberté, c'était le mot qu'il prononçait le plus souvent. Et d'ailleurs, c'est lui qui Et lui a était le favorisé. Premier ministre. Il était le Premier Il ministre était à l'époque. Premier ministre du temps de Chadli, oui, c'était Ah oui, le c'est ça. dernier ministre de Chadli, en quelque sorte. Ouais, Premier ministre ouais, parce que Chadli a dû démissionner par la suite. ouais. Mais lui, Et c'est là, lui, par c'était exemple. en quoi? En 90? 80, Déjà en 89, déjà en 89. 89, ouais, D'accord. ouais. À Et la, à c'est la lui, suite de l'effondrement du mur de. Oui, à la suite, quoi, l'effondrement de l'Union soviétique, quoi, oui. avec tout ça. Et c'est lui, par exemple, qui a proposé aux journalistes, qui à l'époque, les journaux du temps du Parti unique, il y avait le journaux du FLN et les journaux de l'État, hein, en arabe et en français. Et lui, il a dit aux journalistes, bon, si vous acceptez de faire vos propres journaux, je vais vous donner 3 ans de salaire. Hein. Ouais. Et, et donc, les journalistes, ils ont marché. Et donc, il y avait cinq ou six journalistes qui touchaient 3 ans de salaire, ils mettaient cet argent en commun et ça devenait le capital du nouveau journal. Et c'est comme ça que tous les nouveaux journaux ont éclos. Alors, ça ne veut pas dire non plus que tout d'un coup, on avait la liberté, parce que Ouais. presque tous les directeurs de journaux étaient
des journalistes qui étaient déjà affiliés à la Ouais. sécurité militaire. Hein. Donc, tous les directeurs des journaux nouveaux, soi-disant libres et indépendants, étaient en fait dirigés par des types de la sécurité militaire. Donc la structure du FNL n'était pas si homogène que ça. Si un Mouloud Amrouche a pu surgir, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de courants différents chez eux, quoi. C'est-à-dire que c'est pas tellement le FLN, c'est rien du tout. En Algérie, Non, je parlais de l'État. L'État. voilà, c'est l'armée, c'est l'armée. Et Donc, l'armée, oui, c'est ça. Oui, ouais. que c'est comme en Égypte, c'est un État dans l'État, quoi. C'est la sécurité militaire. C'est pas l'armée en général, c'est la sécurité militaire. Ouais, comme le KGB, quoi. Voilà. Encore que dans les pays de l'Est, il y avait le KGB, c'est vrai, ou la Stasi, ou tout ça, Ouais. mais l'État avait quand même, le parti, je veux dire, le Le parti parti, oui. communiste, hein, il avait quand même une force beaucoup plus grande. En Algérie, c'était vraiment rien. Le FLN, c'était une courroie de transmission de la sécurité militaire. La sécurité D'accord. militaire décidait quelque chose et le FLN répercutait auprès des masses, etc. etc. Voilà. Et Mouloud Ramouche, oui, ben, c'était comme une sorte de Gorbatchev. Et Gorbatchev aussi, il venait Ouais, c'est de ça. l'intérieur, tu vois, Ouais, mais ouais. sous la pression des événements. Et puis, il avait quand même, c'est quelqu'un qui réfléchissait, qui lisait beaucoup, etc. C'était un homme très cultivé, très intelligent. Mhm. Ah, mais malheureusement, alors par exemple, il s'est passé une chose, ils ont accepté, ce gouvernement Habrouch a accepté de donner que le fils s'installe dans 4 places immenses d'Alger. Alors imagine, Ouais. je sais pas moi, la place du Châtelet, la place de la Concorde, etc. Ils se sont installés avec leurs tantes, ils ont vécu avec leurs femmes, leurs enfants, ils Ouais, allaient comme leur... Une smala, Et avec le, avec les rayons laser où il y avait marqué Allah, les rayons laser. mais c'était une occupation d'espace déjà. Ouais, C'était une manière symbolique de dire on a déjà pris. ouais. Alors là, il y a eu un conflit au sein même de l'armée à ce moment-là, et il y a la partie de l'armée qui a. Alors ils ont fait sortir Hamrouche, ils l'ont démis de ses fonctions, et puis ils ont fait sortir tous les fils des places, etc. Alors là, c'est là où il a fait une faute, Hamrouche. Et ça, nous, en tant que Raïs, le mouvement dont je parlais tout à l'heure, d'intellectuels, on était allé le voir pour lui dire, avant les élections communales, donc ça devait être en 90, avant le mois de mai, disons, c'était en juin, je crois, les élections, on était allé le voir pour lui dire nos inquiétudes, parce qu'on avait fait un forum, justement, où on parlait beaucoup des islamistes. Alors, il nous a rassurés, il nous a dit, écoutez, selon mes informations, ils ne feront pas plus que 25%, je crois. Voilà. Et c'était pas ça, ça s'est pas passé ça. Ils ont pris presque toutes les mairies. Donc, Et là, soit il était il n'y avait pas eu de bourrage des urnes, parce que soit il était mal informé, soit. Et alors, si il avait été ferme vis-à-vis des islamistes, c'était l'homme qu'il fallait à l'Algérie. Il fallait quelqu'un qui soit ferme vis-à-vis des islamistes et en même temps qui permette, disons, une sortie, parce que l'Algérie, depuis, elle est toujours pareille. Elle est toujours pareille. Elle n'a pas ouais, changé. Elle n'a pas ouais, changé. C'est toujours un carteron de généraux et tout ça qui domine ouais, l'Algérie. Et voilà, le président Tebboune, là, il vient de faire une interview au point où il dit que l'armée algérienne, elle est légaliste, en quelque sorte, elle obéit aux politiques, il prend les Algériens pour des cons. Tout le mm, monde sait très bien que c'est pas ça, que c'est toujours l'armée qui dirige, etc. Donc, il n'y a pas eu de société civile qui s'est mise en place. Et pour ouais, revenir au rapport Benjamin Stora, dont tu parlais tout à l'heure, ouais, une des choses que j'explique dans ce texte, c'est que il, il est, euh, il est commun de dire en Algérie de parler du putsch du 19 juin 1965, quand Boumedienne va mettre dehors en prison Ben Bella et va prendre sa place. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est que le premier putsch, il a été créé par le FLN, par sa naissance même, par sa création. La création du FLN a été un putsch contre la société civile algérienne qui commençait à se développer. ouais. Parce que depuis les années 20, jusque, disons, 1954, quand le FLN va décider de se créer et de déclencher la guerre, ce que
ce qui est une évidence pour ceux qui connaissent un peu l'Algérie, c'est que de 1920 à 1950, on a une croissance continue, uniforme en quelque sorte, il n'y a jamais de retombée, uniforme du mouvement, disons, social, politico-social. Il y a de plus en plus d'associations, je parle algérienne musulmane, hein, Ah, arabe, de plus en plus d'associations, de plus en plus de partis politiques, de plus francophone en aussi. Ouais. de plus en plus de meetings, de plus en plus de, radio, de journaux, de revues, etc., etc., ça n'arrête pas. Et donc, il y a toute une classe politique qui se forme et qui a du poids, qui commence à avoir du poids. Et je dis que si on avait continué encore pendant 10 ans comme ça, c'est-à-dire à peu près le temps de la guerre jusque dans les années 60, on aurait eu un passage à l'indépendance, disons, sans la guerre, Oui. sans tout ce qu'elle a créé, Comme en c'est-à-dire. Afrique du Sud, comme en Afrique du Sud, quoi. Une sorte de. Oui, mais ça s'est passé pour d'autres pays africains. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de guerre, ils ont eu Non, je veux dire l'indépendance. sans exclure, sans expulser les gens qui étaient là depuis 150 ans. Les deux conséquences principales, c'est qu'il n'y aurait pas eu le massacre des Harkis et il n'y aurait pas eu l'exode des non-musulmans. Ouais. Mais alors, la question on doit se poser aujourd'hui, et évidemment, ça c'est une question complètement taboue que jamais j'aurais pu poser si j'avais continué à vivre en Algérie, comme tu me disais tout à l'heure, c'est que, euh, c'est que voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais euh, Oui, qu'est-ce qui serait passé oui, si bon, ce mouvement social de la société civile avait continué, tu oui, disais. non, oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi le FLN, pourquoi les gens qui ont créé plutôt le FLN Ouais. l'ont créé et pourquoi ils ont voulu passer à la lutte armée? Parce Oui, que pour empêcher tout ça. Ouais. dans l'objectif du nationalisme algérien, représenté notamment par Messa Ali Hadj, même si Un après soi-disant nationalisme. oui, Soi-disant. oui, voilà. Ce nationalisme, en tout cas, soi-disant, très religieux, marqué par la Ah oui, religion, etc., il concevait l'Algérie uniquement comme une Algérie arabo-musulmane. oui, oui, Voilà, bien sûr. voilà. Et à un moment donné, d'ailleurs, Et dans un... Stora a écrit un bouquin sur Messali Hadj, d'ailleurs. Il soutient Messali Hadj en disant que c'était lui qui devait. Donc, dans la bataille entre Messali Hadj et le FNL, il défendait. Oui, d'ailleurs j'ai fait un film avant qui s'appelait Un rêve algérien. Et où justement, je voulais montrer qu'il y avait eu une Algérie qui avait été vécue réellement comme multiethnique. C'était essentiellement dans le milieu communiste, c'est vrai. Il y avait des Arabes, des Juifs, des chrétiens. Moi-même, j'ai vécu mon enfance à Oran dans un milieu pareil, c'est-à-dire dans les fêtes que faisait le Parti communiste, ou bien les réunions qui se faisaient à la maison, etc. Il y avait toujours des Arabes, des Juifs, des chrétiens. Bon, c'était, voilà, c'est un peu ce rêve qui m'a, dans lequel j'ai grandi. Et donc après, alors, je fais le Après, film. après, il y a le nasserisme, il y a le nasserisme et les wahhabites qui ont. Oui, alors, dans ce film, il y a quelqu'un qui s'appelle Lagda Kaidi, qui était le dirigeant de la CGT dans les années 40, 50, etc., et qui était très connu, hein, très connu. C'était le dirigeant syndical, quoi, la CGT, c'était le syndicat principal. Et alors, la question que je pose à lui et à d'autres, je leur dis, l'Algérie est devenue indépendante, mais elle n'a pas pu être fraternelle. Pourquoi, d'après vous? Et alors, il y a une douzaine de personnes qui, chacun, c'était tous des communistes, qui me donnent chacun c'était tous de la langue de bois. Et à la fin, et moi j'ai laissé ma caméra tourner, 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 et à la fin, 2 heures ou 3 heures après, Lagda Kaidi prend la parole et il dit, il roulait les airs hein, quand il parlait, il dit, mais nous connaissions très bien le projet des nationalistes, c'était de créer une Algérie arabo-musulmane. Arabo-musulmane. C'est comme ça qu'il dit. Et c'était le contraire de notre projet, ce qu'il dit. Alors malheureusement, comme ça arrive souvent dans le cinéma, c'était une très très belle séquence avec ce qu'il disait Lagda Kaidi, c'était formidable pour moi.
Mais j'ai pas pu mettre cette séquence dans le film. Ah oui. Pourquoi? Parce que soit je la mettais au début et alors elle disait déjà tout le film, soit je la mettais et à la fin il y avait déjà une fin, ça faisait une triple fin. Bon, enfin, Mais voilà. Donc tu l'as toujours, cette... non, je l'ai mis dans les bonus de ce film qui s'appelle Un rêve algérien. Donc Ah elle oui, est dans les bonus. d'accord. C'est- Et ça, Voilà. on peut l'avoir sur Amazon, enfin, je veux dire, on peut l'acheter. Ce film, je pense qu'il est déjà épuisé, mais D'accord. il est sur mon site. J'ai un site. Oui. Alors Com- évidemment, ils sont un Comment... peu payants, hein, ces films, mais c'est pas grand-chose. Mais voilà. Et ton site, son nom, c'est Oui, jean-pierre-ledo.com. mon site, c'est jeanpierriedo.com. D'accord. Ok. Il est il n'est pas complètement terminé pour la partie hébreu, mais pour la partie française et en anglais, bon, surtout la partie française, on peut dire complet. Sinon, Jean-Pierre, un peu pour conclure, parce que là, c'était très riche. Dis-moi ce que tu ressens là de ce qui est en train de se passer là, et puis tes projets. Tu m'as dit que c'était sur un scénario là. Tu es en train de. Oui, d'abord, bon, je pense que d'abord, il faudrait dire qu'on espère on va sortir le film en septembre à nouveau en France. En Israël, on veut faire la sortie à partir d'octobre. Donc, pour répondre à la question à laquelle je n'avais pas répondu tout à l'heure, tout à fait au début, effectivement, si ce titre, c'est le film s'appelle Israël, le voyage interdit, c'est parce que c'est le voyage que moi-même je m'étais interdit pendant 60 ans, parce que c'était impossible, effectivement, tant que j'étais en Algérie, évidemment, de penser même à Israël. J'avais un oncle maternel qui avait quitté l'Algérie en 61 vers Israël. Et donc, il m'avait invité plusieurs fois, et puis évidemment, je n'ai jamais accepté parce que tant que j'habitais tant que j'habitais en Algérie, c'était quasiment impossible. Voilà, il y avait deux tabous qui étaient impossibles de franchir. C'était qu'est-ce qui s'est passé en 62 en Algérie, hein, l'exode des Européens, des Juifs, et Israël. Voilà, ça, c'est deux choses que jusqu'à présent, même les intellectuels disant qui se veulent critiques en Algérie ne peuvent absolument pas aborder. Je veux dire intérieurement. Ils ne Dans... peuvent pas aborder, ils peuvent pas écrire un article, ils ne peuvent pas parler à la radio de ça, etc. Ah oui, non, non, oui, j'entendais qu'ils se font des blocages eux-mêmes intérieurs. Et, et- et- il y a ceux qui ont les blocages intérieurs, et il y a Ouais, ceux qui, peut-être, s'ils osaient en parler, mais ils se feraient rejeter complètement. ouais. Alors, personne n'en parle. Voilà, c'est deux tabous. Donc, d'une certaine manière, c'est vrai que j'ai pas voulu quitter l'Algérie quand j'étais menacé parce que j'avais peur d'affronter en fait cette histoire des Juifs et des Européens qui avaient dû quitter l'Algérie en 62, chose que moi j'avais jamais abordée effectivement en Algérie. Je me suis retrouvé à montrer mes films en France et il y avait dans la salle des gens, il y avait des Européens, il y avait des Arabes, il y avait des Juifs, etc. Et tout le monde était en train de pleurer en voyant mon film sur l'Algérie. Et donc je me suis dit, finalement, voilà, il y a quelque chose comme ça qui s'est passé. Ces gens ne sont pas des fascistes, ils aiment l'Algérie autant que les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont partis, etc. Jusqu'au jour où moi, je me présentais toujours comme un cinéaste exilé en France, d'Algérie. Et puis il y a une femme de 60 ans qui se lève et dit, vous êtes exilé depuis 93, moi je suis exilé depuis 62. Alors, ça m'avait ébranlé. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à creuser cette question-là. Et tous mes films, c'est autour de cette Algérie qui aurait pu, je disais à l'époque, aurait pu être multiethnique, qui ne l'a pas été, etc. Voilà. Le deuxième problème tabou, c'est Israël. Hein. Et comment j'arrive à Israël? C'est tout simplement parce que ce film Algérie, Histoire de ne pas dire, qui a été interdit en Algérie, aussitôt en 2007, je l'avais montré au Festival de Toronto. Là, la délégation israélienne l'a vu, a dit que le film lui plaisait. Ils ont fait dire à quelqu'un, mais ils ne se sont pas adressés à moi, ils avaient peur sans doute, si je pouvais leur donner un DVD. Alors, à l'époque, j'étais pas très pro-Israël, donc j'ai tiqué un peu, mais j'ai quand même donné le DVD. Et puis, en me disant que jamais il serait sélectionné le film. Or, 3 mois après, j'ai eu la sélection et l'invitation personnelle. Et là, je me suis dit, j'y vais pas, etc. Bon, ma fille me disait, il faut y aller parce qu'on a de la famille, on ne les connaît pas, etc. Et puis, moi, je me suis dit, écoute, ton film, il a été interdit en Algérie. Toi,
tu as été attaqué par tes meilleurs copains dans la presse, après ce film, justement. Donc maintenant, tu n'as plus d'attache. Il faut que tu raisonnes avec ta tête, tu décides avec ta tête pour toi-même, etc. Alors je me suis dit, bon, j'y vais. Si c'est comme je pensais avant, ben, j'irai plus. Et puis si c'est le contraire, eh ben, je changerai d'opinion, tout simplement. C'est ce que j'ai fait. J'ai changé d'opinion. Et à partir de là, j'ai été complètement banni par mes anciens camarades et amis algériens. Mes carnets de téléphone sont devenus tous obsolètes. Oui, tu peux plus y retourner là. Là, par exemple, tu pourrais pas. Ça serait dangereux pour toi d'y retourner. Non, ils me mettent en prison parce que ils m'ont pas encore enlevé la nationalité algérienne. Ouais. J'attends ce moment d'ailleurs. Euh, et donc, un Algérien qui va en Israël, il va en prison après s'il revient en Algérie. Donc, c'est clair. Donc ça, c'est par rapport, voilà, comment je suis arrivé en Israël. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu envie de revenir, de comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans ma tête. Et c'est comme ça que je suis arrivé à écrire un scénario d'un film qui s'appelle maintenant Israël, le voyage interdit, que l'on a fait quasiment pendant 10 ans, puisque j'ai tourné en 2012 et que le film est sorti seulement en 2020 en France. Voilà. Donc, pour répondre à la question par rapport à une dernière, par rapport à l'Algérie, etc., je donne cette réponse dans la fin, quasiment la dernière image de la fin du film, c'est-à-dire de la quatrième partie du film, après 11 heures. Je dis l'Algérie, c'est fini. Mhm. Pour moi, l'Algérie, c'est fini, même si évidemment, je connais beaucoup de choses, je connais beaucoup de choses de son histoire, etc. Et donc, je peux intervenir, comme je l'ai fait pour le rapport Stora, mais c'est fini, c'est-à-dire en fait, j'ai compris, notamment en faisant un livre aussi, hein, parce que j'ai fait le film, mais j'ai écrit aussi un livre en parallèle qui s'appelle Le voyage interdit d'Alger à Jérusalem, qui est édité par quelqu'un qui habite pas loin de chez toi, près Oui, de les Lyon, Provençals, Olivier Véran. voilà, Oui. provincial. Et dans ce livre, justement, j'explique un peu plus, parce que dans un film, même si le film est autobiographique, on n'arrive pas toujours à beaucoup dire de choses dans un film, mais dans le livre, évidemment, je m'y emploie pour faire comprendre, me faire comprendre à moi-même d'ailleurs, comment j'ai pu euh, refouler autant d'années, plus qu'un demi-siècle, quelque chose qui était quand même en moi, qui était important. Et, et je pense qu'il y avait la question enfin, du pays. Voilà, c'est la question du pays. On a besoin d'être dans un pays. Alors, j'ai jamais voulu être français. Voilà, j'ai jamais voulu être français. Et j'ai fait mes études. Je suis allé en France après mon bac entre 66 et 69, en attendant d'avoir une bourse dans un pays de l'Est pour le cinéma. Et je suis resté comme ça 3 ans à Paris. Mais c'était surtout pour savoir si la France pouvait être mon pays, puisque tout le monde était parti, même les communistes européens, juifs d'Algérie étaient partis vers la France. Je me suis dit, bon, ben, peut-être. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, non, la France, c'est pas mon pays. Je ne me sens pas français, je parle français, c'est ma culture est française, etc. Mais je ne me sens pas français. Alors, je suis devenu algérien à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai rejoint le syndicat des Algériens à Paris, j'ai rejoint le Parti communiste algérien à Paris, etc., qui en Algérie était clandestin. Et c'est comme ça que, voilà. Alors, à partir du moment, j'avais pas de pays en quelque sorte. À partir du moment où je découvre Israël, je comprends que c'est ça mon pays, voilà, tout simplement. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je me sens Donc, libre. ah oui, donc c'est pas un choix de raison, c'est vraiment un choix de Oui, oui. passion. J'avais pas d'autre pays, quoi. Alors, comme j'étais d'Algérie, j'étais né en Algérie, comme il y avait ce rêve d'une Algérie multiethnique qui avait été celui de mon père, puisque mon père était communiste et il Oui, s'était battu pour une Algérie mon père aussi. multiethnique. Voilà, il ne s'est pas battu pour une Algérie arabo-musulmane. Donc, voilà, c'était comme, en même temps, partir, c'était où partir pour moi? Si j'avais quitté l'Algérie, où j'aurais dû partir? C'était Oui. la France, je n'avais pas d'autre. Et la France, je ne voulais pas être français. Alors, voilà, Américain, canadien. voilà, Il y a il aurait fallu. il y a beaucoup de Kabyles qui sont partis au Canada, là, au Québec. Non, mais là après, tu vois, par exemple, Et ton prochain scénario, alors, t'as une idée? bon, j'aimerais que ce soit en fait aussi un truc, ce serait autobiographique d'une certaine manière, puisque c'est l'interrogation sur mon nom de famille. Ouais. Mon père s'appelait Iedo et il était catalan, donc d'origine. Et Ah,
j'ai appris relativement beaucoup plus tard, après sa mort, que Yedo, ça voulait dire micocoulier. C'est un arbre de la Méditerranée. Et quand j'ai appris par la suite que durant l'Inquisition, on avait fait partir les gens, les Juifs, on les avait ou tués, ou fait partir, ou alors on les avait obligés à se convertir. Et quand ils se convertissaient, ils devaient changer de nom. Et on leur donnait trois catégories, m'avait-on dit, les villes, nom des villes, nom des fleurs et nom des arbres. Alors quand j'ai appris que ça pouvait être aussi le nom des arbres, je me suis dit, tiens, micocoulier. Et ensuite, une fois, j'ai rencontré à Paris, avant de venir en Israël, j'ai rencontré une Israélienne. On a échangé nos coordonnées comme ça à la fin. Et quand elle a écrit mon nom en hébreu, elle a sursauté. Elle m'a dit c'est juif. Et oui, Yedo, si tu le fais en transcription en phonétique, comment tu l'écrirais? Tu écris Y et D O, Yedo. Hein, c'est comme ça que tu l'écrirais phonétiquement. Et Yud, c'est la racine de Yud. Oui, bien sûr. C'est élémentaire pour un linguiste. Tout de suite, ça aurait dû. Moi, j'aimais beaucoup la linguistique, mais voilà, jamais j'avais fait j'avais pas fait cette relation du tout. Alors, je me dis que peut-être, il faut savoir qu'en Catalogne, les Yedo, il y en a énormément. Alors, il est fort possible, c'est une hypothèse de départ pour un film, en tout cas, que mon père, qui croyait être d'origine catholique, parce que sa mère était une catholique fervente, hein, qui priait tout le temps et tout ça, que j'ai vu, que j'ai connu. Donc mon père qui a cru que c'était des chrétiens, c'est peut-être que c'était des, comme on dit, des maranes. Alors, en même temps, évidemment, ça ce serait uniquement le fil conducteur, mais bon, il y aurait plein d'autres choses. Edgar Morin, il dit ça aussi, il est d'origine marane aussi, je crois. Qui ça? Edgar Morin. Edgar Morin, alors en fait il s'appelle Naoum. Ouais. Il ne s'appelle pas Morin. Il a Oui. changé de nom. Il a changé de nom. Oui, En fait, il a été dans la même classe que Henri Alleg. oui. Et comme j'ai fait ce film, notamment Rêve algérien, où participe Henri Alleg, il m'avait expliqué qu'il était dans le même lycée que Naoum. Oui, oui. Alors lui, les origines d'Alleg, Henri Alleg, c'était un nom de journaliste. C'était pas son nom. Son nom, c'était, il est né en Angleterre en plus. Il est né à Londres. C'était Harry Salem. Et il avait un père qui venait enfin, qui était né aussi en Angleterre, mais un grand-père qui venait de Pologne et une grand-mère maternelle, du côté maternel, qui venait de Russie. Alors voilà, et Morin, Naoum, je ne sais pas d'où il venait, effectivement, peut-être qu'il venait de Portugal. Dans son autobiographie, je crois qu'il parle de ça, il parle de l'Espagne, il me semble. Mais les ancêtres d'Aleg, j'ai parlé de la Russie et de la Pologne, mais avant la Russie et la Pologne, ils venaient sans doute d'Espagne. Ouais. Ah oui, Salem, non, c'est pas... Et le dernier point, alors là, les tensions se sont abaissées là, ces temps-ci, dans ton quartier, là, justement, parce qu'on parlait de la cohabitation à un moment donné, puis on est parti. Oui. Ben, écoute, la dernière nouvelle que je viens d'entendre il y a 2 jours, c'est que dans la ville de Lod, qui est une ville où il y a beaucoup d'Arabes, effectivement, pas très loin de l'aéroport de Ben Gurion, dans une piscine, il y a une jeune fille juive qui se trouvait dans la partie profonde de la piscine, hein, il y a deux parties, qu'on a tenté que des jeunes filles arabes qui se trouvaient dans la piscine ont tenté de noyer. Ouais. Et il se trouvait une femme sur le bord de la piscine qui a donné l'alerte, etc. Bon, et ces filles, quand elles sont sorties de la piscine, n'ayant pas pu donc noyer la jeune fille juive, elles ont parlé, elles ont crié en disant tout ça nous appartient et nous mettrons dehors bientôt. Voilà. Oui, donc ils ont toujours cette idée-là. Donc, dernièrement, ces jours-ci, j'ai répondu à Denis Charbit, qui avait été interviewé par France Culture au moment où il y avait la guerre, justement, et je lui reprochais dans son interview de s'être attaqué uniquement donc à Netanyahou et à un député que lui considère d'extrême droite,
et il n'avait pas dit un mot ni sur les missiles, les 4000 missiles qui ont été envoyés sur Israël, qui étaient en train d'être envoyés pendant le moment où lui parlait à, à, donc à France Culture, et aussi n'avoir rien dit des pogroms qui Ouais. se déroulaient pendant cette Ah bah période de oui, guerre. ça, on n'est pas au courant du tout, hein. Alors, Mais est-ce que dans- tu, justement sur cette question, est-ce que tu crois pas, enfin moi, quand j'avais été là-bas, bon, j'avais été embêté. Je me disais que on faisait la part trop belle à la culture, enfin au côté arabo-musulman, si tu veux. Et ça me faisait penser à toutes alors, ces rumeurs qu'il y avait qui expliquaient que la- à un moment donné, de façon un peu cynique, les services secrets israéliens avaient joué le Hamas contre le Fatah, que, qu'on c'est comme jouait, si on, qu'on c'est jouait comme si on, les religieux musulmans contre l'OLP pour mieux diviser, etc. Et que là, en faisant la part belle, par exemple, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi l'esplanade qu'on appelle enfin, l'ancien temple de Salomon, l'esplanade dit des mosquées, elle ne soit pas ouverte à tout le monde, quoi. Je veux dire, pourquoi la Jordanie est toujours là? Enfin, moi, je trouve que c'est pas seulement un argument des religieux juifs, hein. non, Je faut pense que savoir, faut savoir. démocratiquement, il y a aucune raison que ce soit eux qui décident de tout sur cette esplanade, parce que, en fait, plus Israël lâche, comme tu as dit tout à l'heure, lâche des choses, plus pour eux, c'est en fin de compte, ils sont remboursés en quelque sorte, quoi. Enfin, ils récupèrent leur, comme tu dis, ces jeunes filles dans la piscine, là, ils récupèrent leurs biens. Alors que soit petit à petit, soit par gros morceaux, mais si tu leur fais des compromis, j'ai jamais compris la gauche israélienne là-dessus, et même la droite israélienne d'ailleurs. Bon, d'abord, il faut savoir évidemment que Israël, c'est un tout petit pays, hein, même s'il est fort économiquement, militairement, etc., mais c'est un tout petit pays. Il subit forcément, on est dans un monde voilà, de géants, hein, les États-Unis, la Chine, la Russie, etc. Et ça a toujours été le cas d'ailleurs, même quand il y avait les anciennes souverainetés juives du temps de David ou bien par la suite du temps des Maccabées, etc. Ça a toujours été comme ça. Israël a toujours été coincé entre des empires. Il y avait les empires perses, il y avait l'empire assyrien, il y avait l'empire égyptien, etc. Ça a toujours été comme ça. Israël essaye de tirer son épingle du jeu au milieu de toutes ces adversités. Donc c'est très compliqué, hein. Ça, c'est le cadre général. Maintenant, par rapport après, il faut savoir que ceux qui ont dirigé Israël depuis le début, c'était essentiellement des Ashkénazes. Les Ashkénazes ne connaissent absolument pas le monde arabe. Et jusqu'à présent, ils ne veulent pas le connaître. Hein, nous avons des amis autour de nous, on leur dit, mais on vous donne le Coran, lisez le Coran. Et vous allez comprendre déjà qu'est-ce que c'est l'islam. Non, 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 non. Mais par exemple, des gens de gauche, hein, des gens de gauche ici en Israël, il y avait chaque année, en gros, sauf cette année à cause du corona et, et de la guerre, chaque année, quand il y a les fêtes, notamment l'Aïd el-Kbir, Israël ouvre les portes à des centaines de milliers de Palestiniens qui viennent en bus dans toute Israël, là où ils ont peut-être de la famille ou bien tout simplement pour voir. Et à Tel Aviv, à ce moment-là, on habite pas loin du front de mer, Ouais. c'est rempli d'Arabes palestiniens. Alors, ces gens de gauche, quand ils voient ça, ils ont peur parce que tout d'un coup, il y a comme un envahissement. Et alors, voilà, d'un côté, ils ont peur, mais de l'autre, ils ne veulent pas tenir compte de qu'est-ce que c'est réellement. Qu'est-ce que... Alors, le problème pour moi, j'ai fait le film Israël, le voyage interdit, on a filmé pas mal d'Arabes. Alors, j'ai dit tout à l'heure, on a eu à affronter un maire adjoint qui était du islamiste et qui tient le discours des islamistes, c'est-à-dire qu'il dit la Palestine, c'est à nous. Hein, ici, c'est à nous, c'est la Voilà. Palestine. Des Voilà. musulmans, tu peux dire, parce que islamistes, Oui,
Mais lui, disons, il se revendique du mouvement extrême, Oui, c'est ça, c'est ça. bon, frère Musulman, musulman, hein, je lui dis, hein, je lui pose la question et je lui dis, frère musulman, oui, on n'est pas, mais on a des relations, etc. Bon, alors, la majorité des Arabes, je pense, alors il y a une petite minorité qui est franchement pro-Israël, bon, mais c'est une minorité, elle est aussi dans mon film, et il y a, je dirais, la majorité. La majorité, c'est quoi? La majorité, c'est on est palestinien. C'est maintenant le nouveau discours, parce qu'avant, il y a 10 ans ou 20 ans, ils se disaient arabes d'Israël. Maintenant, ils disent on est des arabes palestiniens d'Israël. Hein, on est même des Palestiniens vivant en Israël. Hein. ouais. Alors, à tous, je leur demande, est-ce que le jour où il y aura un État palestinien, ou bien même déjà maintenant, Gaza c'est un État Ouais, ouais. et l'autorité palestinienne c'est aussi un État de fait. Est-ce que vous allez aller là-bas? Ah non, jamais. Pourquoi? Ah, mais moi je suis né ici, alors je reste ici. Mais le discours, pour Ouais, mais certains, s'il y a un échange de territoire, ils appartiendront à... ils ne voudraient pas, ils seraient contre. Ils seraient Ah, contre. ils veulent rester israéliens alors aussi. Parce que même la proposition de Lieberman, à un moment donné, c'était quoi? C'était même pas un échange c'était vous restez là où vous êtes, il n'y a pas de déplacement de population, Ouais, simplement on change la frontière. Ah non, ouais. ils veulent être à l'intérieur d'Israël. D'une part, effectivement, parce ils sont conscients qu'en Israël, ils ont beaucoup de liberté. Ils ont la Oui. liberté, tout simplement. Bah Et oui. ils savent que s'ils vont aller du côté du Hamas ou bien du côté de Mahmoud Abbas, du Fatah, la liberté, c'est fini. La liberté d'expression, ce sera C'est fini. le retour au féodalisme dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Et puis, alors, le bien-être social, la sécurité sociale, le Ah truc et tout oui, ça, ça c'est serait même pas la fini. peine. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est. Mais en même temps, si c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si demain, il y avait un mouvement insurrectionnel, par exemple, le pogrom, c'est le début. À mon avis, c'est une Ouais, répétition ouais, générale. C'est ouais. pour voir comment Israël répond à ça, etc. Mm. Mais si demain, il devait y avoir un mouvement insurrectionnel, eh ben, c'est comme toujours, la majorité, ils verraient où le vent il penche. Si ça penche comme ça, ils vont aller comme ça. Si ça penche comme ça, ils vont aller comme ça. Ouais, ouais. Et ça, c'est Dans un tous les problème. pays, c'est comme ça, hein. C'est un problème. Sous Alors, Vichy, etc. C'était comme ça, hein, de toute façon. Ben écoute, Jean-Pierre, peut-être qu'on va arrêter là pour oui, cette je crois. première fois. Mais écoute, dès que ton film il sort un peu, peut-être qu'on peut refaire une nouvelle rencontre, voir s'il y a des changements, mais, parce que j'aimerais bien le voir dans une Ben, salle de cinéma. bon, oui, bien sûr. Actuellement, bon, les DVD viennent de sortir en France. Bon, Ah oui, il y a- d'accord. il y avait, Et ils sont, on peut les acheter. le mieux, c'est de les commander à la distribution même, Nourfilm. D'accord. Là, Ok. si tu veux récupérer la bande-annonce, tu Oui, vas je dedans, mettrai ça dans la description. Ouais, je mettrai ça. tu verras, il y a la bande-annonce et en même temps, pour les gens qui veulent commander les DVD, ils peuvent le faire à partir du site de Nour. D'accord. Voilà. Bon, bah, Jean-Pierre, je te remercie beaucoup, hein. C'est bon. C'était très riche. Je t'ai empêché de faire ton marché, je crois. Non, je l'ai fait avant. En fait, je me suis dit, non, parce que j'ai eu un petit. J'ai dû faire quelque chose pour mon vélo et donc je suis passé avant. Bah, je te remercie et puis, Ouais. À toi aussi, parce que c'est pas ouais, facile la France en ce moment. Hein. Bon. non, en effet. Et puis, bah, content de t'avoir vu et entendu. Très bientôt. À très Au bientôt. revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.